Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour Tribune du Mardi qui nous permet de passer en revue deux grands points de l'actualité sur le continent africain. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du FESPACO, le festival du cinéma, qui se tient en ce moment au Burkina Faso. Et puis, nous parlerons également, comme annoncé la semaine dernière, nous parlerons du fonds CFA et nous attendons vos contributions là-dessus. Nous vous donnerons tout à l'heure les coordonnées de la Belle Radio et Télévision et nous vous dirons comment nous faire parvenir vos contributions. Pour le FESPACO, nous recevons ce soir Marie-Paul Redomina, qui est membre de la rédaction de la Belle Radio et Télévision et qui s'occupe de culture dans cette rédaction. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Georges Aloké. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors le FESPACO bat son plein en ce moment. Il a été ouvert samedi. Oui, le FESPACO bat son plein en ce moment à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a ouvert ses portes ce samedi 23 février. Samedi 23 février. Oui, ce samedi. Et c'est une édition particulière puisque c'est les 50 ans de ce festival. Oui, 50 ans, ce n'est pas rien. Le FESPACO fête 50 ans d'existence et pour cette 26e édition, les petits plats ont été mis dans les grands afin que ces 50 ans rentrent dans les annales de l'histoire du FESPACO. Alors que le cinéma donc fait son petit bonhomme de chemin sur le continent et tous les 2 ans au Burkina Faso se tient ce festival, ce festival qui attire beaucoup de monde. Cette année, combien de personnes sont présentes dans la ville de Ouagadougou? Bon, on peut compter près de 4000 personnes, 4000 fans, 4000 amateurs, sinon des gens qui aiment l'art africain. Ils étaient au nombre dans le stade, c'est dans un stade de près de 25 000 personnes et ils étaient très nombreux dans ce stade lors de la cérémonie d'ouverture. Ok, des festivaliers qui arrivent donc de partout, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. J'ai vu que des Antillais sont présents pour défendre leurs œuvres. Eh bien, nous allons jeter un coup d'œil, revenir en arrière pour voir la cérémonie d'ouverture de ce festival du cinéma de Ouagadougou. 1969-2019, déjà 50 ans que le FESPACO existe. À l'occasion de cette 26e édition, la Biennale a tenu à célébrer ce demi-siècle d'existence. Les bouchées doubles ont été mis pour faire entrer cette édition, pas comme les autres, dans les annales de l'histoire du FESPACO. Au stade municipal Issouf Joseph Konombo, ils étaient nombreux à venir assister à ce rendez-vous incontournable du cinéma africain. Le Ballet national du Rwanda, pays invité d'honneur de cette édition, a ouvert le bal des festivités. Chose promise, chose faite, l'ouverture a tenu toutes ses promesses, avec les Amazones à cheval qui ont fait leur parade traditionnelle. Les officiels ont voulu rompre avec le spectacle d'ouverture habituel. Cette année, c'est toute la cérémonie qui devient un spectacle. Entre l'arrivée du président, les interventions, les discours, les artistes qui jouent à l'intérieur, c'est tout ce condensé qui fait le cinéma. Le festival entend également honorer les cinéastes africains ayant fait le renom de cet art. Du premier vainqueur de l'étalon du Yenanga, le Nigérien Omar Uganda, à Alain Gomis, premier de la QV 2017, en passant par les références que sont Somben Ousmane, Djibril Diop Mombeti, Oudi Kongé Pipa et Abderrahmane Sissoko. Des hommages grandeur nature seront rendus tout au long des 8 jours du festival qui s'achèvera le 2 mars. L'hommage à l'immense burkinabé Idrissa Ouedraogo devrait constituer un des grands moments d'émotion de ce FESPACO 2019 dont le clap d'ouverture a été donné par le président du Faso, Marc Kaboré. Voilà, le festival a été donc lancé samedi dernier. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette grande et belle cérémonie d'ouverture? Bon, moi, c'est comme à chaque année, c'est toujours la prestation des Amazones. On se demande toujours qu'est-ce qu'elles feront encore de plus, quelles innovations elles vont apporter. Est-ce que dans leur habillement, quelque chose va changer? Et comme d'habitude, on est toujours ému par cet accoutrement qu'elles ont, des femmes à cheval, pour représenter l'étalon du Yenanga, un symbole fort. Sinon, c'est lui comment vais-je dire, la consécration suprême du FESPACO.
Ok, donc le festival panafricain du cinéma se déroule. Il va partir donc du 23 jusqu'au 2 mars, vous avez 2 dit mars, oui. Jusqu'au 2 mars, et ça va être la consécration d'un certain nombre de films et d'auteurs. Mais on aura le temps d'y arriver. Alors, le programme est constitué de quoi? Le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, festival aussi de télévision. De quoi ont droit les festivaliers? Déjà, les festivaliers, ceux qui ont suivi nos différentes éditions et qui regardent l'actualité, après la cérémonie d'ouverture, la place a été laissée aux hommages rendus à ces personnes-là qui ont participé, qui ont fait en sorte que le FESPACO soit ce qu'il est aujourd'hui, parce que le FESPACO, on le rappelle, c'est 50 ans d'existence dédiée à la promotion et à la culture du 7e art africain. On l'a vu dans l'élément qui a suivi, des hommages rendus à Umaru Ganda, le premier consacré à l'étalon d'or du Yenanga, hommage rendu à Idrissa Ouedraogo, ce emblématique cinéaste burkinabé décédé en 2018. Il faut rappeler en même temps que le festival panafricain du cinéma et de la télévision a pour thème mémoire et avenir, mémoire pour rappeler aux amoureux du 7e art et à la jeunesse qui n'a pas eu le temps de contempler les premières éditions, que le FESPACO s'est fait, mais avec des gens, peut-être des gens qui n'y ont pas cru, mais le FESPACO, il est là, il a 50 ans, et l'avenir pour penser à la nouvelle génération. Maintenant, le programme, après les hommages rendus le samedi 23 février, et ces hommages ont eu lieu sur une grande place. Bien sûr, les hommages se sont faits au stade parce que les organisateurs voulaient rompre avec la cérémonie d'ouverture habituelle. Ils ont combiné, les hommages se sont faits à partir des discours, écran géant pour rappeler qui était Idrissa Ouedraogo, qui était Sambène Ousmane, parce qu'il faut rappeler que le cinéma, ce n'est pas seulement, le FESPACO, pardon, ce n'est pas seulement le cinéma pour les Burkinabés. Le FESPACO, c'est le cinéma africain en général. Il s'appelle le Festival panafricain. Oui. Le FESPACO, c'est pour tous les cinéastes du continent et ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà ont été représentés ce samedi 23 février. Donc hommage et hommage physique également avec des statues, de grandes statues de ces personnages dont vous parlez. Mais allons-y maintenant pour le programme. Il y a des conférences, il y a surtout des projections de films. Oui, des conférences, mais avant d'arriver aux conférences, c'est des projections de films, longs métrages, courts métrages, documentaires, films d'animation et bien d'autres. Ces films, il faut le rappeler, vont compétir pour tenter de gagner pour d'autres les talents, la consécration suprême, les talents d'or du Yenanga, pour d'autres les talents de bronze, pour d'autres encore les talents d'argent. Et dans les catégories films, écoles, ils auront aussi leurs différentes récompenses. Est-ce que j'ai bien entendu? J'ai entendu film d'animation. Film d'animation, innovation pour cette année 2019. Comme on peut encore les appeler, les dessins animés, ils rentrent dans la compétition, une première pour cette 26e édition. Les organisateurs ont pensé à ce genre cinématographique. Pourquoi ne pas l'inclure au même titre qu'on le fait aux Oscars, comme on le voit dans nos éditions. Donc le film d'animation constitue l'une des innovations majeures dans ce festival de Ouagadougou de cette année. Bien sûr, aujourd'hui, au même titre que les courts et longs métrages, on l'a vu avec des dessins animés comme la Princesse Yao, ce sont des films d'animation qui ont été beaucoup regardés et je pense que l'emblématique, le grand Kirikou, qui a eu un grand succès. Les organisateurs ont pensé à ce genre cinématographique. Pourquoi ne pas lui donner une place importante au cours de cette 26e édition du FESPACO, et on verra qui tentera pour cette première édition de briguer la consécration. Ok, donc on continue de voir ce qu'il y a dans le programme. Vous avez parlé de projection de films, il y a des colloques, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres entre producteurs et acheteurs. Oui, il y a des rencontres comme le MICA, le marché international de cinéma et de l'audiovisuel, un espace dédié à la promotion des œuvres africaines où
les distributeurs et les distributeurs et les réalisateurs peuvent échanger parce que il y a, comment vais-je le dire, c'est un espace qui est là pour promouvoir les œuvres africaines. Donc, pour cette 14e édition, parce qu'il faut dire que bien que le FESPACO, il est là pour promouvoir le cinéma africain, le MICA est là également pour promouvoir les œuvres audiovisuelles africaines. Oui, parce qu'on parle beaucoup de production, mais quand on a fini de produire, il faut trouver les moyens de vendre et de rentabiliser. Et c'est la force, c'est là que intervient le MICA. Bien sûr, le MICA est là pour rentabiliser, pour faire vendre, parce que même si l'Afrique est là, l'Afrique a de belles histoires, les Africains ont de belles histoires à vendre, mais à travers le MICA, ils ont encore d'autant plus d'avantages pour pouvoir vendre, pour pouvoir franchir d'autres barrières autres que celles de l'Afrique. Ok. Vous avez été heureuse de retrouver à l'ouverture le grand Bamba Bakari, qu'on appelle demi-dieu. Demi-dieu est resté vraiment comme un dossard sur lui après cette brillante participation dans ce film le nom m'échappe. On va y revenir, ça va revenir. Alors, continuons de parler de ce programme. Après les expositions, comme on l'a dit tantôt, on a le MICA, on a la Fédération des cinéastes aussi qui offre des plateformes pour pouvoir échanger entre cinéastes et les amoureux du 7e art pour voir ce qui se fait et pourquoi ne pas susciter l'envie auprès des plus jeunes, le pouvoir sinon de se lancer dans ce monde-là du 7e art africain. Et puis, il faut dire aussi que ce rendez-vous est un rendez-vous où il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi la musique, il y a une grande animation culturelle dans Ouagadougou. Oui, il faut dire que le FESPACO est là pour, peut-être, si je peux le dire ainsi, rendre à Ouagadougou ses lettres de noblesse, parce que du 23 février au 2 mars, Ouagadougou va rythmer, bien qu'il rythme déjà au son du cinéma, mais il va rythmer également en termes de valeurs culturelles, en termes de rites, en termes de danse, et toute la richesse de ce pays qui est mis là pour que ceux qui viennent un peu des quatre coins du monde puissent le voir. Alors, on peut faire un peu le point de ces 4 jours, parce que samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui, mardi, ça fait 4 jours déjà. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, en prime abord, les longs métrages, les longs et courts métrages ont déjà été visualisés, il faut le dire, parce qu'après la visualisation vient la phase tant attendue du 2 mars où il faudra décerner les prix acquis de droit. Donc il y a un jury, il y a un certain nombre de jurys qui sont en place. Bien sûr, le jury il est là pour voir ces courts et longs métrages qui méritent de détrôner le Sénégalais Alain Gomis. Ok. Et puis ensuite Après cela... En tout cas, sur les 4 jours d'abord, les 4 jours depuis, parce que je sais qu'on va se retrouver certainement la semaine prochaine pour faire encore le point, mais pendant ces 4 jours, qu'est-ce qui a marqué ce festival? Bon, pendant ces 4 jours, ce qui a marqué ce festival, moi je dirais que ça reste encore les expositions, parce que durant ces expositions, c'est plusieurs œuvres qui sont mises à la disposition du public. Il faut dire qu'ils viennent là pour ça, pour savoir qui a fait quoi, quel est le film à regarder. On a le film, par exemple, de la Burkinabé, Apolline Traoré, qui est là, d'Esrance, qui parle de la crise politique qui a marqué la Côte d'Ivoire. Il faut le dire ainsi, que chacun, ils viennent pour découvrir ce que les cinéastes proposent pour cette année 2019. Bien, mais il y a un hic déjà qu'on peut relever, c'est celui relatif à la participation des femmes dans la catégorie long métrage. Il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, il y en a trop peu. Oui, sur la catégorie long métrage, qui a en son sein 20 films qui sont proposés.
aux membres du jury. Sur les 20 films, seules 4 femmes y participent. Dont Apolline Traoré que je viens de citer, Wanuri Kawi, la Kenyane avec son film Rafiki. Et pour toujours en parler, l'UNESCO, entre griffes, a dédié une table ronde pour parler de l'égalité des femmes et des hommes dans le monde du cinéma. Donc des tables rondes seront là pour pouvoir voir quel est le réel problème, pourquoi les femmes ne s'investissent pas assez autant que les hommes dans le monde de la réalisation. On va y revenir, le temps de vous laisser poser justement le problème. Après la cérémonie d'ouverture du 50e du FESPACO à Ouagadougou au Burkina Faso, ce samedi 23 février, place maintenant à la compétition. Sur les 20 longs métrages de fiction en compétition, seules 4 réalisatrices sont en lice, face à 16 réalisateurs, notamment la Kenyane Wanuru Kawi avec son film Rafiki. Aussi, d'essence de la Burkinabé Apolline Traoré qui aborde la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011. Également en course jusqu'à la fin des temps, le premier long métrage de la réalisatrice algérienne Yasmine Chouik. Une comédie douce, tendre et drôle sur la vie et les amours d'un fossoyeur en Algérie. Un film qui a multiplié les récompenses dans les festivals. Sans oublier Indigo de la Marocaine Selma Bargage, une fiction de 90 minutes qui raconte l'histoire de Nora, une fillette de 13 ans qui se sont abandonnées après un choc émotionnel. De la crise post-électorale à une tragédie brutale, en passant par des comédies amoureuses, ces 4 réalisatrices tenteront de décrocher la consécration suprême qui n'est autre que les talents d'or de Yenanga. Pour cette 26e édition, le manque de représentativité de la gente féminine n'a pas manqué de faire réagir des artistes comme Fatou Kandé Senghor, qui réclament plus d'équité. Pour rappel, en 25 éditions, seuls 25 hommes ont été récompensés de les talents d'or. Nous saurons le 2 mars qui succédera à Félicité du franco-sénégalais Alain Gomis, qui a été primé en 2017. Voilà, donc 20 films, 20 longs métrages en compétition, dont seulement 4 avec des auteurs au féminin. C'est un problème. Vous étiez en train d'expliquer que l'UNESCO a décidé de prendre le taureau par les cornes. Oui, l'UNESCO a décidé de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir peut-être en quelque sorte essayer de dénoncer cela, parce que comme on l'a vu dans l'élément, en 26 éditions, en comptant celle-là, sinon 25, en comptant celle de 2017, aucune femme n'a remporté la consécration suprême, celle de l'étalon d'or de Yenanga. Pourquoi ne pas... Déjà, elles sont à nombre réduit. Donc on le comprend. Déjà au départ, sur la ligne de départ, elles ne sont pas nombreuses, donc forcément à l'arrivée... Oui, ce qui est clair, bien entendu, parce que si sur les 20 longs métrages qui sont en compétition, on a 16 hommes et 4 femmes, c'est pas dire que les 4 femmes qui présentent leurs films ne sont pas autant plus poignants que ceux des hommes. Non, mais elles sont déjà en nombre réduit. Elles ne sont que 4 sur 16 hommes. Donc là, c'est dire qu'on laisse à la gente féminine moins de chances que les hommes à pouvoir remporter le prix tant attendu, tant convoité. On va peut-être demander à des femmes comme Akissi Delta, qui ont fait leur preuve en matière de feuilletons et de séries, peut-être de regarder du côté de ce genre. Peut-être qu'elles pourront venir bousculer un peu les hommes, parce que Akissi Delta, avec sa série Ma famille, ma grande famille, a eu un succès retentissant mondial, j'allais dire. Et donc peut-être qu'on peut lui demander de s'engager dans cette voie. Elle est déjà, il faut le dire, hein, il faut pas oublier de le signaler. Akissi Delta, elle est là, elle est présente au FESPACO, mais dans la catégorie série télévisée. Donc, mais bon, on va pas dire que c'est un problème, mais le seul hic avec ce genre de catégorie, c'est qu'ils ne peuvent pas, sinon, cette catégorie-là ne donne pas accès au talon d'or de Yenanga, ne donne accès à ce prix-là que ceux qui présentent leurs films dans la catégorie long métrage. Oui, donc 90 minutes
En matière de au genre, moins. oui, en matière de genre, le top des tops, c'est 90 minutes. 90 minutes, comme elle est du côté des séries télévisées. Mais comme je disais, on va lui demander de sortir des séries télévisées pour entrer dans... d'essayer de se mettre dans le long métrage. Parce qu'elles sont nombreuses justement dans les séries télévisées et elles ont fait leur preuve. Akessi Delta, Djue, voici des noms qui ont fait leur preuve dans les séries télévisées et peut-être qui entendent avoir beaucoup plus de coffres pour attaquer justement les longs métrages. Alors dans les jours qui arrivent, on aura droit à quoi pour la suite du programme du FESPACO? Dans la suite du programme du FESPACO, c'est toujours et encore des visualisations des films, des expositions pour pouvoir mettre tout le monde dans le bain. Ceux qui n'étaient pas là peut-être à la cérémonie d'ouverture pour voir encore des concerts qui sont mis en place et qui seront mis en place tout au long de ces quelques jours. Alors, parlons un peu de sécurité parce que le Burkina est un pays en proie à des attaques terroristes. Y a-t-il des dispositions particulières qui ont été prises pour garantir la sécurité de tous les festivaliers? Oui, des mesures de sécurité ont été mises en place par le gouvernement burkinabé. Ceux qui vont regarder les films, par exemple, ils n'ont pas tout de suite, quand le film finit, ils doivent sortir des salles de cinéma. Ils n'ont pas le droit d'y rester très longtemps. Avant et après la visualisation des films, une fouille est mise en place pour pouvoir assurer la sécurité des uns et des autres. Ok, espérons que rien de méchant, rien de mauvais ne se passe pendant ce 26e FESPACO, parce que déjà, on le sait, au Burkina Faso, de nombreuses écoles sont fermées à cause de la pression, de la menace du terrorisme. Espérons que cette édition du FESPACO ne connaîtra pas de difficultés sur ce plan. Alors, merci beaucoup, Marie-Paul. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On se retrouvera dans quelques jours pour faire le point sur les prix. Mais avant de vous laisser partir, quand même, il est bon de rappeler les prix. Les prix étalons du Yenega, cela veut dire quoi? Étalons de ceci. Qu'est-ce que tout cela veut dire et quels sont les prix auxquels faudra-t-il s'attendre? Les prix auxquels il faut éventuellement s'attendre sont les talons d'or du Yenanga, ça, c'est déjà, le consécration suprême. Après les talons d'or du Yenanga et talons d'argent du Yenanga. Après les talons d'argent, c'est les talons de bronze. Ça, ce sont les prix majeurs. Et comme je l'ai dit tantôt, après dans les différentes catégories, chacun a un prix individuel, prix de la meilleure série télévisée, prix de meilleur court-métrage, prix de meilleur film d'animation, prix de meilleur comédien, prix de la meilleure comédienne, etc. Et consort. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous continuons sur ce plateau. Et le deuxième sujet auquel s'attaque Tribune du mardi, c'est le franc CFA. Vous le savez, la sortie du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara n'arrête pas de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Revenons donc sur cette sortie et puis ensuite nous allons engager un débat. Je voudrais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Oui. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse. Et des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.
Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, de leur population iraient chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun, mais ça c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. Alors, pour parler du franc CFA ce soir, nous recevons Seyni Amar, qui est membre de la rédaction de la Belle Radio et Télévision. Bonsoir, Seyni. Bonsoir, Georges Abouké. Alors, première chose que nous devons répliquer au président ivoirien, c'est que nous ne pouvons pas nous plier à cette injonction selon laquelle il faut arrêter le débat. Au contraire, nous ouvrons le débat. Qu'est-ce que vous en dites? Exactement, mais c'est en même temps qu'on comprend tout de suite sa position quand on voit un peu son parcours professionnel. Il a été notamment vice-président de la BCEAO, gouverneur, vice-gouverneur, gouverneur. Il a occupé les plus grands postes au niveau donc financier, au niveau de la sous-région de l'Afrique occidentale et même au niveau du Fonds monétaire international. Comme pour dire que c'est vrai qu'il connaît bien la sphère financière, surtout le problème du franc CFA et le fait qu'il soit aussi en très bonne relation avec Paris qui gère entre guillemets le franc CFA, ça peut expliquer cette position. En guillemets, en ce sens que aujourd'hui le débat est ouvert, on ne sait pas exactement réellement qu'en est-il justement de cette gestion? Est-ce que, parce qu'on parle d'une devise qui serait à hauteur de 80%, voire 85% conservée en France sans pour autant que les Africains aient véritablement cette gestion? Et donc c'est pourquoi je dis entre guillemets. Ok. Alors, le débat, il est donc ouvert. Les citoyens africains, surtout ceux qui sont membres des pays de cette zone monétaire, ont le droit de comprendre, ont le droit de savoir, et ça ne vient qu'à travers un débat. Alors, est-ce qu'on peut dire que les spécialistes qu'ils sont, gouverneurs, etc., ont failli et ont fait en sorte que l'on ne comprenne pas bien ce qui se passe autour du franc CFA? Et c'est tant mieux même, j'ai envie de dire, enfin, c'est comme ça que j'imagine qu'ils voient les choses, c'est-à-dire que mieux les gens ne comprennent pas l'histoire du franc CFA, comment le franc CFA est géré par le Trésor français, mieux les Africains ne pourront rien revendiquer. Et malheureusement, c'est un faux schéma parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, les Africains ont ouvert les yeux parce que le taux d'alphabétisation dans les débuts des années 60, où cette histoire de franc CFA a été quelque peu instaurée. Et aujourd'hui, forcément, il n'est pas le même. Et ça veut dire que les Africains sont de plus en plus intelligents au point de comprendre qu'il y a quand même un flou total. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui de plus en plus d'Africains se lever. Et je pense que les réseaux sociaux. Exactement. Bon, même au-delà des réseaux sociaux, je pense qu'il y a quand même cette prise de conscience. L'autre aspect aussi, c'est quand même la crise économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une démographie africaine qui a augmenté. On est aujourd'hui à 1,2 milliard Africains, sachant que dans les années, en 2050, on sera le double. Et donc, ça veut dire que cette démographie fait en sorte qu'aujourd'hui, quand même, on a cette envie, cette nécessité-là de prendre en charge de cette question du franc CFA. Donc, j'ai envie de dire, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara,
Les Africains ont besoin de savoir et donc le débat il est ouvert. C'est d'ailleurs ce que confirme le président de la CEMAC, le professeur Daniel Onaondo, ancien Premier ministre, ancien enseignant, professeur d'économie, qui pense qu'il faut ouvrir le débat. La polémique sur le franc CFA qui a été soulevée récemment encore par Luigi Di Maio, vice-président du Conseil italien, a depuis lors suscité un certain nombre de réactions en Europe et en Afrique. Davantage en Afrique et au sein des zones utilisant cette monnaie, les voix s'élèvent désormais les unes après les autres. Il y a encore quelques jours, Alassane Ouattara, président actuel de la Côte d'Ivoire, a clairement rappelé son avis sur la question en déclarant « Le faux débat sur le franc CFA, monnaie solide, bien gérée et appréciée, doit cesser ». Des propos tenus vendredi le 15 février dernier, alors même qu'il sortait d'un entretien avec Emmanuel Macron, chef de l'État français. Cette fois-ci, il s'agit ni plus ni moins du professeur Daniel Onaondo, économiste de formation et président en exercice de la commission de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. En effet, l'ancien chef du gouvernement gabonais est lui aux antipodes de la déclaration d'Alassane Ouattara. Invité à prendre la parole récemment en France lors d'une table ronde de haut niveau organisée conjointement par la Banque de France, l'Agence française de développement et la Fondation pour les études et les recherches sur le développement international, FERDI, avec comme thème « Quelle politique monétaire et d'échange pour un développement durable dans les pays à faible revenu ?» Daniel Onaondo a clairement invité les uns et les autres à un débat franc, sincère et dépassionné. À un moment, il faut s'asseoir pour parler du franc CFA et de son évolution. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être confrontés au populisme et aux controverses des acteurs de toutes sortes, a-t-il clamé. Si les mouvements se multiplient pour appeler à sa suppression, l'une des grandes problématiques de celle-ci sera sans doute la complexité des accords et mécanismes liés à son fonctionnement. À noter qu'à cette rencontre de haut niveau étaient également présents plusieurs personnalités de la Banque mondiale et du FMI. Voilà, Senyama, le débat est donc bel et bien ouvert. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement du président ivoirien Alassane Ouattara? Il faut qu'il explique quand il dit que c'est notre monnaie depuis 1960, elle est bien gérée, etc. Certainement, il faut qu'il s'explique. Je ne pense pas il va falloir attendre grand-chose de lui quand on connaît déjà justement, j'en parlais tout à l'heure, son parcours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'un des soldats entre guillemets, de la France-Afrique, en tout cas pour ce qui concerne la défense de cette monnaie. Donc je ne pense pas que au niveau de la lutte contre, parce qu'il y a une lutte qui est en train de se mettre en place contre justement cette monnaie, il va falloir attendre grand chose de lui, surtout au niveau de nos intérêts, au niveau des Africains. En revanche, je pense que aujourd'hui, il nous appartient, on a pu le voir avec Kenny Seba aujourd'hui qui se mobilise et bien d'autres personnes, il nous appartient de montrer véritablement que le franc CFA ne nous apporte pas beaucoup, et bien au contraire qu'il est en train d'appauvrir nos peuples et qu'on n'en a pas besoin. Mais là, en même temps, il y a cette question, si on laisse le franc CFA, qu'est-ce qu'on fait? On parle de créer une autre monnaie, ouais. Et c'est là où véritablement se trouve certainement le débat. Alors maintenant, il y a des questions sur la forme, c'est-à-dire pourquoi tout le monde n'a pas le droit de parler du franc CFA dans la mesure où chacun de nous utilise cette monnaie. Donc le professeur Daniel Onaondo a donné la réplique. Il faut ouvrir le débat, il faut permettre aux populations africaines qui utilisent cette monnaie de comprendre ce que c'est que le franc CFA. Et mardi dernier, sur notre plateau, nous avions un politologue, docteur Arsène Moreau, qui a eu lui aussi à répondre à prendre position face justement à ouvrir ou pas le débat. Le choix du président Ouattara pour défendre le franc CFA n'est pas un choix fortuit. D'abord, sur le plan diplomatique, aujourd'hui en Afrique, il apparaît, à tort ou à raison, comme étant le meneur d'une certaine relation privilégiée avec l'Afrique aujourd'hui, cette forme de porte-étendard de la défense, disons, d'une forme de coopération avec l'Afrique qui doit être renforcée. Et puis cette stature d'économiste de haut rang va donner une force, une certaine autorité à ses arguments. Mais entre les arguments très politiques qu'il avance, puisqu'on comprend d'ailleurs un certain sens, qui tiennent quand même la route, c'est des arguments politiques, mais ces arguments politiques ne trouvent pas d'assises sur la réalité économique et financière. C'est cela où il y a une certaine discordance. C'est notre franc depuis 60, c'est une réalité économique et politique.
c'est une monnaie solide, dans un certain sens, elle est solide. Nous n'avons pas connu de crise monétaire après la dévaluation de 1994 à ce jour, en dépit des baisses des fluctuations des matières premières que les pays africains connaissent, que ce soit le coton, que ce soit le pétrole, d'autres ressources. Mais en réalité, c'est que, est-ce que cette monnaie permet aux pays africains de gagner les plus-values nécessaires quand nous exportons nos matières premières? La réponse est immédiate, c'est non. Là, nous avons un discours politique et une réalité économique qui n'est pas, les deux ne sont pas en phase. Et le débat ne peut pas être clos parce qu'il faut un débat scientifique, un débat objectif pour essayer de regarder qu'est-ce qui dans la réalité politique est soutenable et qu'est-ce qui dans la réalité économique doit être pris en compte pour l'amélioration de la qualité de vie des Africains. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'il faut que les pays africains aient des débats démocratiques pour prendre en toute souveraineté la décision sur la continuité ou la sortie du franc CFA. Voilà, donc là également c'est clair, le débat, on insiste, le débat doit avoir lieu et les uns et les autres ont le droit de comprendre. Alors, notre politologue, docteur Arsène Moreau, a posé un problème. Il a parlé d'une réalité politique face à une autre réalité, la réalité économique. La réalité politique, c'est laquelle d'abord? C'est celle qui a commencé au début des années 60, lorsque la France a donné le choix. Elle n'a pas donné le choix, c'est une manière d'être un peu gentil. Lorsqu'elle a demandé aux pays africains d'adopter particulièrement 3 choses. La première chose, c'est le franc CFA. La deuxième chose, c'est d'accepter les bases militaires françaises. La troisième chose, c'est d'accepter les écoles françaises. Et la quatrième, et certainement l'une des plus importantes choses pour ceux qui concernent les colonies françaises, c'est la langue française. La langue. Et on se rend compte justement qu'aucun pays au monde, tous les grands pays qui se sont développés, c'est à partir de leur langue. Quand vous prenez les Chinois aujourd'hui, la Chine qui est l'une des économies les plus dynamiques au monde, c'est grâce au mandarin. Quand vous prenez même les Français, aujourd'hui, même si les Français, on peut relativiser avec justement l'apport du franc CFA qui, rappelons-le, c'est par an quand même un peu plus de 440 milliards d'euros selon les écrits des économistes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tout un processus qui a été mis en place du point de vue politique. L'aspect économique, c'est qu'en réalité, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la devise, ce que la France récupère sur l'argent, sur le franc CFA par rapport aux Africains, c'est clair que c'est considérable et c'est les Africains que nous sommes qui utilisons en tout cas le franc CFA, on est obligé d'avoir 15% de notre propre devise qu'on doit emprunter encore au niveau de la banque française pour justement mener des projets. Donc c'est un éternel recommencement et c'est pourquoi on se retrouve toujours à la case départ. Et la grande question, c'est est-ce qu'il est possible de se développer avec une telle formule de fonctionnement de cette monnaie? La question est posée, c'est pour ça que beaucoup d'Africains, de plus en plus, posent le problème de la souveraineté, le problème de la maîtrise, de l'appropriation de cette monnaie. À cette question, il nous suffit simplement de regarder des pays d'Afrique qui ont adopté leur propre monnaie. Je prendrais par exemple un pays comme le Maroc qui a sa propre monnaie, le Maroc qui a quand même une économie assez forte. Si je laisse le Maroc, je prends un pays de l'Afrique du Sud du Sahara, le Nigeria, qui est la première économie africaine, et même dans une moindre mesure l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire qu'en réalité, le franc CFA n'est pas en train de faire en sorte qu'on prospère au niveau de nos économies africaines. Bien au contraire, on est en train de souffrir parce qu'il faut travailler davantage. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que c'est là où il va falloir... Ça peut rester le franc CFA, mais la maîtrise de cette monnaie, c'est là qu'il y a problème. Et je pense que si nous restons dans la formule du franc CFA, forcément, on ne pourra pas maîtriser cette monnaie. Parce que le franc CFA n'est pas déjà fabriqué au niveau du continent africain. Peut-être que vous me diriez que ce serait mieux de faire le transfert peut-être de compétences de fabrication, mais dans quel pays? Et est-ce que les 14 pays, dans les 14 pays qui utilisent le franc CFA en Afrique, quel pays serait capable de l'accepter? Bon, même s'il est fabriqué ailleurs, il peut être fabriqué ailleurs, on peut faire fabriquer sa monnaie ailleurs, mais il faut en avoir la maîtrise. Qu'est-ce que vous pensez maintenant du fait que, en plus des Africains qui se plaignent, eh bien, viennent s'ajouter les Allemands et les Italiens, des membres très importants et très influents de l'Union européenne, et ils pointent du doigt la France. Alors moi, sur cette question, je vous avoue que je suis un peu sceptique quant à l'apport que peuvent justement nous
nous apportent, entre guillemets, des pays comme l'Italie et l'Allemagne en ce qui concerne le franc CFA. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute, par exemple, la dernière déclaration du vice-président, vice-premier ministre italien, qui dénonçait justement la question du franc CFA, on se rend compte que le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, la France est devant l'Italie en matière économique. Et pour les Italiens... Vous pensez que c'est simplement de la jalousie? Non, pas simplement de la jalousie. Même s'il y a quelque part aussi ce problème de migration qui... Parce qu'aujourd'hui... Ils subissent l'arrivée massive de... Exactement, et la France qui joue derrière peut-être le bon élève, alors que la France aussi devrait se reprocher des tas de choses. C'est vrai que là aussi, sur cette question, on peut relativiser l'apport de ces pays-là quand même. Bon, cela veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ces pays-là, l'Allemagne, l'Italie, reçoivent beaucoup de migrants et commencent à s'interroger pourquoi autant de jeunes Africains abandonnent leur pays pour l'Europe, et en regardant bien, ils se disent que, certainement que les rapports entre la France et les pays africains se retrouvent dans un déséquilibre au détriment des pays africains. Nous allons vous proposer maintenant, mesdames et messieurs, de suivre le sujet que voici. C'est un sujet que nous propose le professeur agrégé d'économie ivoirien Mamadou Koulibaly. La chose est telle qu'il y a nous qui avons lancé à Bamako l'idée des États généraux du franc CFA, parce que nous pensons que les réformes qui vont nécessairement se faire doivent être initiées par les peuples africains, doivent tenir compte des intérêts des peuples africains pour remonter aux États et aux banques centrales pour que ces réformes-là se fassent. Et puis il y a ceux qui pensent que les réformes qui doivent se faire et qui sont inévitables ne doivent pas s'appuyer sur les desiderata des peuples, mais doivent s'appuyer sur les cabinets d'intelligence économique mis à leur disposition par la Banque de France et les autorités françaises. C'est toute la différence. Parce que pendant que le président de la République de Côte d'Ivoire dit de façon péremptoire à l'Élysée, c'est un faux débat, il faut que ça cesse. Le président de la commission de la CEMAC, Afrique centrale, est à la Banque de France avec la Banque mondiale, la Banque de France et puis le FMI et un cabinet d'intelligence économique avec lequel on signe un protocole d'accord pour accompagner en intelligence économique la Banque centrale des États de l'Afrique centrale là-bas. L'intelligence économique, ça signifie quoi? Qu'on a vu venir ou qu'on voit venir une vulnérabilité, que cette vulnérabilité nous crée des risques et que ces risques monétaires risquent de se transformer en menaces monétaires. Et donc, un cabinet d'intelligence économique est recruté pour maîtriser l'information, pour mettre en place une stratégie de défense. Alors voilà le professeur Mamadou Koulibaly, agrégé en économie, ancien ministre de l'économie et des finances en Côte d'Ivoire, ancien président également de l'Assemblée nationale. Donc nous révèle qu'il y a là encore une sorte de lutte entre, puisque tout le monde est d'accord pour aller à des réformes, il y a une sorte de lutte entre ceux qui souhaitent que ces réformes se fassent à partir des Africains et d'autres qui veulent que ces réformes soient externalisées encore une fois. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a la prise de position d'un intellectuel, quelqu'un qui connaît véritablement cette histoire du franc CFA. On a tout à l'heure écouté le président Ouattara qui avait une position contraire à celle-là. C'est pour dire que le débat est encore une fois ouvert et le moins qu'on puisse dire, c'est que le débat n'est pas sur le point de s'arrêter tant que la situation ne sera pas revue d'une façon ou d'une autre, et il ne fait que confirmer. Alors, vous vous rappelez, le président français, Emmanuel Macron, avait déclaré que celui qui a envie de s'en aller, qu'il s'en aille. Non, mais je pense que c'était plutôt un débat, une question politique. C'était juste parce que toutes les caméras étaient peut-être braquées sur lui et derrière, il y a toujours... Vous pensez qu'il a parlé pour parler? Je pense que c'est difficile parce que
on connaît un peu l'apport du franc CFA dans l'économie française. Les Italiens disent que s'il n'y avait pas tout cela, la France, qui est aujourd'hui 5e puissance économique, serait 15e. Serait 15e. Et si on se réfère à ce que les Italiens ont déclaré, ne serait-ce que sur le classement, la position de la France aujourd'hui, sachant que quand vous êtes 5e, c'est la 5e puissance mondiale. Et donc 15e, c'est pas la même chose. Ça veut dire que même quand on discute des problèmes du monde, vous n'êtes pas invité sur la table. Donc rien que pour ça, je pense que Macron, je ne pense pas qu'il était totalement sincère. Et quand bien même il le serait, on se rend compte que depuis lors, rien n'a changé. Alors cela veut dire que la France tout de même ne reconnaît pas, puisque la position de l'Italie a entraîné quelques brouilles. Exactement, c'est qu'aujourd'hui, la France a comme l'impression, je pense, que l'Italie est revenue relancer un problème dont elle ne veut pas forcément, en tant que grande puissance coloniale, en tout cas pour ce qui concerne les pays d'Afrique francophone, elle ne veut pas que ce problème ressorte. Et avant même l'Italie, l'Allemagne avait déjà ressorti le problème dans un article d'un quotidien allemand qui expliquait justement que la France gagnait un peu plus de 440 milliards d'euros par an sur le franc CFA, et c'est pour dire que c'est en réalité peut-être du côté européen que la solution sur le franc CFA pourrait venir pour les Africains que nous sommes. Alors il y a une prise de conscience générale qui est en train de se mettre en place face au franc CFA, mais face aussi aux relations entre la France et les pays africains, alors que le président Macron, quand il est arrivé au pouvoir et quand il a fait sa première visite en Afrique, avait promis un certain nombre de grands changements, de bouleversements même. Et il se rend compte de la réalité aujourd'hui, celle qui consiste à penser et même à croire à un moment que l'économie française dépend peut-être un peu plus de l'économie du franc CFA, donc de l'économie africaine, et qu'aujourd'hui il serait difficile, pour une raison d'éthique par exemple, que la France se sépare du franc CFA complètement et laisse les Africains avoir cette autonomie financière, cette autonomie monétaire, et on s'en rend compte. Une chose est claire, ça va finir par arriver, puisque les pays africains vont faire... Ça, il va falloir qu'on parle de la même monnaie voix. de la CEDEAO, et puis il y aura aussi plus tard la monnaie de l'Afrique. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. Nous sommes encore à attendre des explications du professeur Mamadou Coulibaly. Il n'a pas fini de nous donner des informations sur justement la situation du franc CFA. On se dit, si vous parlez du CFA, vous ne ferez pas de bonne carrière politique, économique et autres. Deux, même si vous devenez ministre, on va vous chasser. Si vous êtes chef d'État, on va vous tuer. Vous avez vu Olympio, vous avez vu Modibo Keïta, vous avez vu même Eyadema, vous avez vu Sékou Touré, vous avez vu peur superstitieuse. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir le courage de dire non, on ne veut pas, nous, on est les représentants du peuple, on est les représentants de nos parents, on va faire les réformes nécessaires au bien-être de nos parents. Nous ne sommes plus en 1960, nous ne sommes plus en 1980, vous avez votre destinée à prendre en main. Tous ces enfants qui meurent dans le Sahel, tous ces enfants qui meurent dans le Sahara, tous ces enfants qui meurent dans la Méditerranée, vous pensez que c'est terminé? On n'en parle plus. Mais ce n'est pas terminé. Le système actuel de coopération entre la France et les pays africains de la zone franc n'est pas bon. Pendant qu'on vous dit que c'est un faux débat, l'alternative est en train de se préparer. Vous avez écouté le président ghanéen qui dit que l'évolution monétaire et économique de la CEDEAO ne dépend plus que des pays de la zone CFA qui bloquent à cause de leurs relations particulières avec le Trésor public français et les autorités françaises. Voilà, la bombe est lâchée. L'on doit aller vers cette monnaie de la CEDEAO, mais ça coince. Et là, le professeur Mamadou Coulibaly nous dit que ça coince parce que justement, les pays qui ont en partage la monnaie, le franc CFA, ont du mal à se défaire de la France. Et ça nous renvoie à ce que disait Nkrumah en 1963, qui appelait justement les États africains à avoir une monnaie commune.
à avoir une constitution commune, à avoir un marché africain commun, à avoir une armée commune et une citoyenneté commune. Et on se rend compte que ce qui a été dit il y a plusieurs années, on est en train de revenir on est en train de revenir à cette triste réalité. Dernièrement, à cette heureuse réalité. Non, à cette triste réalité en ce sens que, bon, on peut aussi dire cette heureuse réalité. Exactement. Ouais. Mais par exemple, sur la question de l'armée, c'est la même chose. On est en train de revenir sur le G5 Sahel pour ce qui concerne les pays du Sahel. Pour la question des institutions, c'est la même chose. Et la monnaie est toujours centrale parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, pour que l'Afrique émerge véritablement, il faudrait qu'elle ait ce poids financier-là, ce poids monétaire. Et elle ne peut pas, l'Afrique ne peut pas émerger véritablement sans ce poids. Et malheureusement, et là aussi, il l'a souligné tout à l'heure, c'est que la plupart des pays qui se sont levés contre le franc CFA, la plupart des présidents qui se sont levés contre le franc CFA ont été dégagés. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même époque. C'est des époques où on parle des années 60, des années 70, où la puissance française était un peu plus grande. Aujourd'hui, cette France-Afrique a tendance à disparaître. Ça veut dire que si on a des présidents qui parlent le même langage, moi, je pense même disparaître parce que au-delà de la domination forme, reste la même. Elle reste la même, mais les leaders, en tout cas au niveau du continent africain, sont pour la plupart les consciences sont beaucoup plus éveillées. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il suffirait peut-être que les chefs d'État africains parlent d'une même voix et c'est-à-dire qu'il y a ce poids politique-là et disent enfin non à la France et définitivement pour qu'aujourd'hui l'Afrique émerge véritablement. Pour qu'il y ait des rapports beaucoup plus équilibrés. Alors quand on parle du franc CFA, il y a une situation qui est un peu bizarre. Nous avons par exemple la Mauritanie qui a quitté cette zone franc en 1973 et qui ne s'en plaint pas. Et puis il y a la Guinée équatoriale, elle qui a décidé d'y entrer. La Guinée équatoriale qui a décidé d'y entrer, en même temps, en 2013, le président Théodore Obiang Soko avait décidé d'en ressortir. Il s'était donné 1 an. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'est toujours pas ressorti. La question, c'est de savoir pourquoi. La réponse, on ne l'a pas actuellement. Mais c'est pour dire que il y a des gens qui ne comprennent peut-être pas, en tout cas au niveau du continent, la nécessité d'en sortir. Il y a d'autres qui se disent que peut-être qu'en entrant un peu comme la Guinée, c'est-à-dire qu'au niveau des prêts, au niveau de la banque, du Fonds monétaire international et d'autres banques, c'est plus facile. Parce que je pense que la Guinée, à un moment, avec la découverte du pétrole, elle s'est dit qu'il valait mieux qu'elle intègre justement cette zone franc pour être avec des pays, les pays comme le PEP qui sont quand même avec des grandes institutions comme le PEP qui contrôlaient quand même bien le pétrole mondial. Une question importante, il faut que les pays maîtrisent j'allais dire la souveraineté de leur monnaie. Ça, je crois que c'est la question essentielle quand on parle justement de ce franc CFA. Alors, à Label Radio et Télévision, nous avons donc décidé d'ouvrir le débat, de le poursuivre, mais avec votre participation, avec votre contribution. Et nous attendons justement vos contributions à l'adresse que voici. Bon, ça va venir, mais on peut annoncer cette adresse, c'est www.labelnetwork. Vous vous inscrivez et puis vous nous faites, c'est une plateforme qui va nous permettre d'enregistrer vos contributions. Donc que vous le fassiez avec une caméra, avec votre téléphone, en tout cas faites-le. Nous attendons vos différentes contributions, quel que soit qui vous êtes, que vous soyez élève, étudiant ou enseignant, que vous soyez spécialiste des questions monétaires. En tout cas, nous attendons vos différentes contributions pour continuer ce débat et le rendre beaucoup plus compréhensible et comprendre également les différentes positions des uns et des autres et voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors dans le futur, tout est annoncé. On nous parle de la ZLEC, la zone de libre-échange économique, et forcément, si cela se met en place, on ne sait pas encore dans combien d'années, cela veut dire qu'on aura une monnaie unique en Afrique.
on revient à la politique que voulait Nkrumah, et celui qui a mené à bien ce projet équité, heureusement ou malheureusement à la tête de l'Union africaine, le président Paul Kagame. Espérons que son successeur, le président Abdelaziz, le président Al-Sisi, Abdelaziz Al-Sisi, pourra suivre le chemin. Mais c'est vrai que ça reste un défi. C'est aujourd'hui l'économie africaine en dépend, et il appartient à nos chefs d'État de le comprendre et de le mettre véritablement en place. Et je pense que tout le monde a compris qu'il faut une bonne économie pour avoir une bonne monnaie. Les Africains ne demandent pas seulement de changer, ils vont se battre également pour que leur économie soit des plus compétitives. Voilà, nous allons boucler cet aspect de notre émission. Donc nous avons parlé du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma qui se tient en ce moment à Ouagadougou, et puis nous avons embrayé avec le débat sur le franc CFA. Nous allons maintenant vous proposer un petit bonus. C'est un bonus qui va avoir lieu chaque mardi dans Tribune du mardi. Nous avons pu intercepter le président John Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, simple, très pragmatique, en train de régler la circulation. Move back. Listen to common English. Go back. Go back. Hey, why Africans we are this man, we can't get this man again. Block them. Okay. Hey, wait, hey. Charlie, don't go. Okay, you go. Make fast. Papa J. Chama one. Papa J. Safe journey, eh? Drive safe, sir. Voilà, le président John Jerry Rawlings, quelqu'un qui a contribué à remettre le Ghana sur les rails après de nombreuses années de difficultés. Eh bien, voilà, il vit tranquillement au Ghana. Cela veut dire qu'après la présidence de la République, il y a une vie. Et on le voit descendre dans la rue dans un embouteillage, et il s'autorise là, il règle la circulation. Quel commentaire? L'humilité, c'est aujourd'hui, il aurait pu vivre un peu partout en Europe, comme c'est le cas en général avec les présidents les anciens présidents. Lui, il a fait le choix déjà de revenir au Ghana, et il voit l'embouteillage en tant que Ghanéen d'abord, ce n'est pas en tant qu'ancien président. Il descend, il essaie de faire quelque chose, c'est tout simplement remarquable ce qu'il vient de réaliser. Et ça, je pense que ça devrait rassurer tous ceux qui sont présidents de la République, qui se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après cette vie de président? Vous restez un être humain et vous restez à la disposition de votre pays, vous restez disponible pour votre pays, et je pense que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Merci beaucoup aussi à vous, Seyni Amar. Nous nous retrouverons certainement mardi prochain pour un autre numéro de la Tribune du mardi, qui met le doigt, qui permet de développer les points les plus importants de l'actualité sur le continent africain. Bonne soirée et à bientôt.